Promutuelle Assurance est fière de collaborer à cette émission, mettant en lumière le savoir-faire des producteurs québécois. Faire valoir nos talents régionaux, c'est aussi dans notre nature. Bonne émission. Merci aux agriculteurs et aux artisans de cultiver la qualité et les saveurs particulières de notre terroir avec tant de talent et d'ingéniosité. Le regroupement des centres locaux de développement de la capitale nationale. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous allons nous déplacer du côté de Charlevoix pour parler de la main-d'œuvre agricole en production laitière avec Stéphane Dufour. Également, nous rencontrons les frères Lavoie de l'entreprise Cédreco, Pascal et Simon, afin de nous parler de l'aménagement forestier, de la scierie et également de la sécurité et prévention. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Conclusion pour la famille. Pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, l'agriculture, c'était vraiment quelque chose qui se pratiquait à la main. On avait des outils rudimentaires pour travailler le sol, pour cultiver. On employait à l'occasion des bêtes de somme pour s'aider un petit peu, mais essentiellement, c'était vraiment un travail manuel. Donc, pendant longtemps, le type d'accident qu'on pouvait avoir était assez restreint et c'était assez rarement mortel également. Tout ça va changer à partir du moment où il y a la révolution industrielle et l'arrivée des machines, donc la machinerie agricole et des produits industriels qui peuvent éventuellement être toxiques. Et ces produits-là, bon, ça va créer de nouvelles conditions de travail pour les travailleurs agricoles et ça va occasionner aussi toute une vague d'accidents dans les champs. Et progressivement, on va se rendre compte, au Québec comme ailleurs, qu'il y a une nécessité d'éduquer davantage les gens et de prévenir ce type d'accident-là. C'est ce qui va mener, dans les années 1920, au regroupement qui va donner lieu à ce qui va devenir l'Union des producteurs agricoles dans les années 1970 plus tard. Et ce regroupement-là va avoir vraiment à cœur de mieux former les gens, de mieux les éduquer et de cette façon-là, mieux prévenir les accidents. Quand on sait que la majorité des accidents surviennent avec des ouvriers qui sont jeunes, naturellement, on a à cœur de préserver notre belle relève agricole et cette dimension-là prend tout son sens. Actuellement, on a 100 vaches en lactation, 97 là, pour être très précisément. On a 115 vaches au total. Et avec les animaux de remplacement, là, on a à peu près 180-190 têtes là, dans l'entreprise. OK. Puis d'avoir monté ce nombre de têtes-là, c'était pour faire de la place à la relève ou c'était quoi la vision à ce moment-là? Bien ça, je te dirais que vers le début des années 2000, là, fin 90, il y a quand même un virage d'expansion là, qui s'est pris. D'abord, moi, j'ai démontré mon intérêt là, pour l'entreprise. C'était à ce moment-là que j'ai débuté mes études en agriculture. Puis après ça, c'est ça, là, on a toujours acheté du quota, là, aller jusque dans les 3-4 dernières années, là, où est-ce qu'on a atteint là, la capacité de nos bâtiments et nos structures là, actuelles. Là. Okay. Fait que, tu sais, comme les prochains moves, mettons, pour prendre de l'expansion, ça demande une réorganisation complète là, de l'entreprise. Il faut passer à refaire des bâtiments ou en ajouter. Le réservoir à lait, la fosse à fumier, la vacherie, il faut vraiment... ça va être un bon move, là, dans le fond. Puis en plus, il y a la rareté du quota. Là, aussi. Fait que, Fait que là, on est où, là, en ce moment? Là? Là, on est ici, là. On est le 18 septembre. Là, tu vois, aujourd'hui, je peux pas te présenter de Valal, mais tu vois qu'il y en a quand même eu 4 en fin de semaine. Là. Bon, pas grave, on a un instant. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la relève? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à le faire? En fait, moi, c'était pas si clair que ça dès que j'étais jeune. Okay. Quand j'ai été jeune, il a fallu quand même que je découvre l'agriculture. Puis, je te dirais que j'avais un intérêt, j'aimais travailler sur la ferme comme étudiant. Puis, c'est ça qui m'a amené à l'étudier en agriculture, en fait. Mais quand j'ai arrivé à l'ITA de la Pocatière, c'est comme là, je te dirais que ça a explosé, là, dans mon cas, de rencontrer des gens qui vivaient la même chose que moi. Parce qu'ici, à la Malbaie, il n'y a pas beaucoup de fermes laitières, puis déjà pas beaucoup d'agriculteurs. Fait que, mes amis au secondaire, ils n'avaient pas, que c'était des agriculteurs, c'était des gens de quartier, en fait, si on veut.
Fait que ça, pour moi, ça a été un événement qui a été marquant. Puis, tu sais, découvrir tout le para-agricole, tu sais, les événements à côté, puis l'agriculture dans l'environnement économique, comme moi, c'est quelque chose qui me motive beaucoup, là, en fait. Là. OK. Puis là, est-ce que pour ton père, tes parents, d'avoir de la relève, est-ce que c'est motivant pour eux aussi? Est-ce que c'est flatteur? Ah, bien, flatteur, ils me le disent pas, mais motivant, je pense que oui, parce que depuis que j'ai démontré de l'intérêt pour l'entreprise, là, comme je te disais, on a pris beaucoup d'expansion, puis, tu sais, il y a quand même eu des projets à travers l'entreprise. Puis mon père était associé avec son frère aussi. Fait que, tu sais, mon père a racheté toutes les actions de son frère. Tu sais, moi, c'est à ce moment-là, tu sais, ça commençait comme à s'orienter là, tu sais, vers l'agriculture. En fait, mon choix de carrière commençait à être plus clair. Justement, tu sais, comme juste la façon dont on s'adresse à des employés, tu sais, de façon autoritaire. Tu sais, moi, je pense que tant qu'on veut avoir des employés, il faut bâtir, il faut travailler comme si on avait une équipe. C'est pas I'm the boss. Ça marche pas. Personne va être bien. Mais ça, oui, je veux qu'on en parle de ça. Vous, ici, à la ferme, vous avez des employés. Vous n'aviez pas le choix d'en avoir. Comment s'est fait le choix d'avoir des employés? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que c'est depuis toujours? Ben oui, mon père, au moment où il était avec son frère, avait quand même... tu sais, moi, j'ai toujours connu avoir un employé sur l'entreprise. Puis c'est ça, c'était pour les aider à faire les travaux. C'était des estivales, en fait, là, pendant la période de l'été. Puis nous, on a continué, en fait, on a toujours continué à avoir des employés, à embaucher des étudiants. Tu sais, à un moment donné, c'était mes amis, quand j'étais plus jeune, là, tu sais, mes amis venaient travailler un peu à la ferme pour faire les foins. Après ça, on a commencé à embaucher des gens pour faire les traites, à leur montrer un peu de travaux dans l'étable. Puis c'est comme ça que ça s'est fait. Là. Puis est-ce que c'est difficile d'avoir des employés dans le milieu agricole? Ah ben oui, c'est sûr que oui. Là. Pourquoi? Bien, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Depuis 2012, dans l'ensemble du secteur, de tous les secteurs économiques, il y a plus de départs à la retraite que d'entrées. Fait qu'on y échappe pas. Mais quand même, il y a des gens qui aiment ça, comme revenir travailler sur les fermes, là, en fait. Fait qu'on réussit à en trouver, mais il faut travailler. Je veux dire, ça tombe pas du ciel. Combien d'employés vous avez exactement? Des employés autres de la famille, j'aimerais dire qu'on est 8 qui travaillent sur l'entreprise. Puis dans le fond, dans ces 8 personnes-là, ça inclut mes parents, mes 2 parents, ma mère qui est à l'administration, mon frère et moi. Fait qu'il reste 4 personnes externes là, qui font pas partie de la famille, qui travaillent sur la ferme. OK. Et là, c'est quoi leur tâche ici? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans une ferme comme la tienne? C'est sûr qu'une ferme laitière, d'abord, s'occuper des animaux, la traite, là, les soins des animaux, ça revient 2 fois par jour. Fait que ça, tout le monde, il n'y a pas personne qui échappe à ça, là, dans le sens que tout le monde doit faire ça. Puis, mais il y a quand même les travaux des champs, là, comme on a un employé, Patrick, qui lui, c'est sa force, en fait, là, de travailler avec la mécanique, opérer les machineries, là, il est vraiment habile. Là. Mais il est bon aussi avec les animaux, mais il est plus fort, là, en fait. Il y a plus d'intérêt aussi, sûrement. C'est ça que tu faisais un temps par jour, 2 fois? C'est quoi le défi d'avoir des employés, la gestion de ça? Bien, en fait, faut comprendre, hein, faut comprendre nos employés. Des fois, c'est pas des esclaves, c'est des gens qui viennent nous aider à accomplir notre travail. Puis il faut transformer comme l'esprit d'entreprise en esprit d'équipe. Ça, c'est important. Il faut que ce soit une équipe parce que si on y va en ordonnant, puis les gens perdent le sens, ne comprennent pas le sens au travail qu'ils font, mais ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouveront pas à travailler sur une ferme. Il faut comme donner un sens à tout ça. Il faut accorder une qualité de vie. Il faut être capable d'avoir une rémunération où est-ce que les gens vont être à l'aise avec ça. Un salaire, c'est jamais assez élevé. Je pense que les gens, ils comprennent ça, mais il faut être capable, comme employeur, de les rémunérer à leur juste valeur aussi. Là. Même si on voudrait en faire plus, des fois, ils en mériteraient peut-être plus. Il faut respecter la capacité financière de l'entreprise. Aussi. Souvent, c'est ça, c'était des entreprises où est-ce que le travailleur, il travaillait, l'agriculteur travaillait seul avec son frère, avec sa femme, avec les enfants. Puis tant que tu fais venir quand tu incorpores des gens qui sont extérieurs à ça,
bien, il faut être prêt à dealer avec ça. Puis oui, tu sais, en agriculture, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience qu'il faut qu'il soit pris. Parce que, tu sais, des employés, moi, je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir des employés, là, tu sais, sur une entreprise. Ça amène une autre couleur aussi. Ben oui, c'est une autre couleur, des gens différents. On découvre, là, tu sais, dans le fond, c'est plein de... Puis ensuite de ça, bien, ça apporte une certaine liberté. Ça nous permet d'avoir une certaine liberté parce que sinon, bien, il faut toujours que tu sois au front, tandis que des employés, bien, ils viennent t'aider, tu sais, dans le fond, on travaille ensemble. C'est difficile de gérer les horaires, les tâches à faire, c'est compliqué? Bien, au niveau des tâches, là, c'est quand même... il y a une routine là, qui est établie ici sur la ferme. Fait que quand les gens ont comme compris la routine, ça va assez bien. Tu n'es pas obligé de comme superviser nécessairement. Les horaires, bien, c'est sûr que les fins de semaine, tout le monde ici travaille une fin de semaine sur 2. Ça, il n'y a personne qui échappe à ça. Là. Fait qu'on a comme 2 équipes. Puis on peut se planifier aussi longtemps qu'on veut d'avance. Puis pour la semaine, bien, c'est sûr que oui, là, dans le fond, ça demande une certaine gymnastique là, parce qu'il y a des horaires, il y a des contraintes là, de part et d'autre, des fois pour des réunions ou mon frère qui part sur la route. Là, fait que c'est ça que les employés aussi viennent nous permettre de vivre là, en dehors un peu de la ferme. Okay. Qu'est-ce qu'on recherche d'un employé ici? Bien, ici, bien, tu sais, dans le fond, je pense que ça, il faut que ça aille avec les valeurs de l'entreprise. Puis ça, bien, encore là, il y a un travail qui est à faire sur les entreprises pour déterminer c'est quoi les valeurs qui prédominent dans l'entreprise. Mais, tu sais, comme ici, par exemple, tu sais, comme la ponctualité, l'honnêteté, la transparence, tu sais, c'est rien de très compliqué parce que le reste, là, tout s'apprend. Mais ça, comme par exemple, c'est souvent, ça va toujours mieux quand tu le possèdes en toi, ces éléments-là. Fait que comme ici, tu sais, la ponctualité, tu sais, comme... Puis dans le fond, ça va de soi avec le respect. Parce que, tu sais, le matin, par exemple, on commence à 5 heures ici. T'sais, si un employé ne rentre pas, bien, tu sais, c'est une surcharge de travail pour les autres qui sont ici. Puis c'est du non-respect par le fait même. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est assez simple, là, mais comme pour nous, c'est important. Le reste, tu sais, dans le fond, le sens de l'observation, parce qu'on travaille avec du vivant, on travaille avec des équipements, tu sais, dans le fond, il faut être capable de voir tu sais, une vache qui est malade ou un veau qui ne file pas. Mais il faut être capable de voir qu'un équipement a quelque chose qui cloche en arrière. Là. Tu sais, dans le fond, ça, le sens de l'observation, c'est très important. Puis si tout à l'heure, on demandait à un de tes employés comment il est Stéphane en tant que patron, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait? Ben, c'est mon père, le grand patron. Oui, mais tu as côtoyé toi dans l'entreprise en travaillant, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait? Ben, je pense que je suis agréable. Ouais? Ah non, mais tu sais, je m'intéresse quand même aux gens. Puis je trouve ça intéressant qu'est-ce qu'ils ont à partager eux autres aussi. Puis je trouve ça le fun. Tu sais, dans le fond, notre point commun, c'est l'entreprise. Puis on a chacun nos vies, on partage nos expériences, on partage nos vies. C'est ça aussi, avoir des employés sur une ferme. Fait qu'on va te laisser aller travailler. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue à notre chronique La Voix agricole. Aujourd'hui, on se fait un pain doré façon Suzette. Donc, un dérivé ou la sauce que on le sert normalement avec les crêpes. Nous, on va le faire avec du pain doré. Ben, avec du pain. Donc, pain à l'eau, super important. Pain au levain, un petit peu la préparation de lait et d'œufs fait que quand c'est du pain au levain, on n'a pas la texture qu'on aimerait avoir, c'est pas assez spongieux. Donc, pour une portion, 4 tranches de pain, environ 1 pouce d'épais, j'ai ici préparé donc un œuf pour 100 ml de lait avec un peu de vanille et un peu de sucre pour faire un appareil à pain doré. Donc, pour en faire plus, un petit peu moins, mais ça donne le truc à retenir, un œuf, 100 ml de lait. Donc, on va tasser ça ici. On laisse imbiber pas trop, juste un peu. Et important, je ne l'ai peut-être pas mentionné, que votre pain doit être au moins de la veille. Un peu rassis, sinon on se retrouve avec des Kleenex dorés et non pas du pain doré. En même temps que le pain doré va dorer, on va préparer l'appareil à Suzette
Donc, on va avoir besoin de beurre qu'on va faire caraméliser avec sucre. On va incorporer zeste d'orange et de citron, le jus de ces zestes-là, et on va terminer avec Grand Marnier. On va mettre notre pain et on ne touche pas. On laisse bien dorer. Bon, pendant que ça dort, on va le mettre de côté et on va préparer notre préparation à Suzette. Environ 50 g de beurre qu'on met dans la poêle avec 75 g de sucre environ. On va se faire un caramel. Donc, brasser légèrement pour être sûr que tout le sucre fond à la même vitesse. Donc, on veut une couleur légèrement ambrée pour aller chercher un peu plus de goût de caramel. Je viens de retourner le pain. Et on va déglacer notre sucre avec notre jus orange et citron. On laisse réduire un petit peu notre jus pour concentrer les sucres et on va rajouter zeste, citron, orange. On va goûter. Ça va être bon. Le but de réduire, c'est d'obtenir un sirop. Donc, si on le mettait comme ça, ce serait un peu liquide, donc ça n'apprête pas comme il faut le pain doré. Donc, on va laisser réduire à peu près de moitié. Pendant ce temps, on se prépare une assiette. On va laisser réduire un petit peu plus. Pourquoi? Parce que Suzette veut dire Grand Marnier. Pour déjeuner, c'est fantastique. Ou fin de soirée. Ça ressemble beaucoup à ça, donc au goût, plus ou moins de Grand Marnier, ou pas du tout, pour ceux qui ne prennent pas d'alcool. Donc, on va baisser le feu un peu, le temps qu'on dresse notre pain. Tout chaud. Et on va déposer vous manquez l'odeur. Et voilà, donc, pain doré façon Suzette. Très, très bon appétit. Au plaisir. Mon père, c'est un travailleur forestier. Il a commencé bûcheron à scie mécanique à l'époque. Puis, quand ça s'est mécanisé, ils ont acheté une première ébrancheuse, puis ils en ont acheté une deuxième, puis la technologie a changé, ça est devenu des multifonctionnels, puis depuis ce temps-là qu'on fait de la coupe forestière. OK. Et là, toi et ton frère, vous êtes dans cette entreprise-là. Comment ça s'est passé, là, le transfert de tout ça? C'est en 2010, on a racheté les parts de nos parents. Mon père, notre mère et notre père étaient propriétaires à 50 chacun. OK. Puis maintenant, c'est rendu à notre tour. Moi et mon frère, on a chacun 50 des actions. OK. Mais là, vous travaillez quand même toute la famille ensemble. On a vu tout à l'heure, ton père, ta mère est arrivée aussi. Oui, ma mère est encore active, surtout dans l'administration. Là. Puis de temps en temps, elle vient nous dépanner aussi pour aux ventes. Puis mon père, lui, s'occupe surtout de l'excavation en forêt. OK. Et là, est-ce que tu as su rapidement que tu voulais faire ça dans la vie? Parce que tu as fait le choix, là. Tu aurais eu le choix de faire autre chose, mais tu as décidé de faire ça? Oui. Nous autres, on était habitués jeunes à suivre notre père en forêt. On a toujours aimé la machinerie. Tout jeune, on jouait avec nos Tonka dans le carré de sable, là. Mais ça s'est transformé avec la machinerie forestière. Notre père a tout le temps eu de la machinerie. Fait qu'on a pris goût. Puis moi, même mes semaines de relâche là, à l'école, je les passais en forêt avec mon père. À l'époque, il travaillait sur la Côte-Nord. Là. Puis on les passait. Mon frère, c'était pareil. Moi, j'ai une formation de comptable, je suis que CGA, CPA. Puis mon frère, lui, il a étudié en télécommunication. OK. Donc, vous n'avez pas de formation en foresterie, non, là? pas du tout. OK. Donc, c'est pas nécessairement ça qui vous a amené à faire ce métier-là? Non, on aime la nature. On est toujours... Puis on aime la machinerie. Fait qu'en combinant les deux, bien... Puis plus tard, bien, est venu en 2001, bien, on a parti aussi la scierie. Ça, c'était un autre domaine là, de l'entreprise. Là, parce qu'on voulait s'intégrer de A à Z. On achète nos lots à bois, on fait nos chemins forestiers, on coupe le bois, on l'apporte à notre scierie, on scie, puis on le transforme soit en moulure, en revêtement extérieur, en bois de galerie, bois de clôture, bois de quai, sauna.
un petit peu de tout. Fait qu'on est intégré à 100%. Pas pour la Ici, là, ça se trouve être l'entrepôt de produits finis. Quand les ventes sont conclues en haut, le monde descend avec le voiture, le trailer ou le pick-up. Puis après ça, ils prennent les produits qu'ils ont choisis, là, soit de la planche ou du madrier ou des poteaux. OK. Le monde charge le véhicule, puis après ça, ils sont prêts à partir. C'est quoi le genre de clientèle qu'on a ici? Là, je te dirais peut-être 5 de contracteurs. La balance, c'est les particuliers, là. Le monde qui se construisent ou qui font des rénovations. OK. Puis quel genre de bois qu'on peut retrouver ici, là? C'est toutes sortes de bois qu'on va bûcher dans le bois, là? Nous, on scie seulement que le pin et le cèdre. OK. Les autres essences, l'usine à Saint-Hilarion ramasse le résineux, sapin épinette. Puis après ça, le feuillu va aux États-Unis faire des panneaux. Mais ça, c'est le choix que vous avez fait. Est-ce que vous auriez pu le faire quand même? Oui, mais disons que le prix des produits résineux, c'est pas. Nous autres, on ne serait pas capable de compétitionner quincaillerie. On n'est pas assez productif. On a mieux, si et moins, garder notre créneau dans le cèdre, puis se garder un bon prix pour vivre. Comment peut-être que ça allait évoluer là, depuis que tu es intégré dans cette entreprise-là avec ton frère? Comment c'est de travailler comme ça dans cette évolution-là? Bien, c'est sûr que la mécanisation a évolué là, pour la récolte forestière. Les scieries, il y a de nouvelles technologies pour faire du produit fini plus beau puis plus rapide. Mais on a su s'adapter. On suit les normes d'environnement aussi, surtout pour l'environnement. Ça, dans la forêt, c'est ce qui nous a peut-être bousculé le plus. Oui. Là. Les bandes visuelles, les bandes le long des routes, les bandes le long des ruisseaux, le long des voisins. Les coupes sélectives, protection de la régénération, ça, il a fallu s'habituer, mais maintenant, ça va bien. Il y a des règles à suivre, dans le fond. Oui. Il faut protéger la nature, puis protéger surtout la régénération qui est déjà en place. Le plus difficile, je dirais, c'est moins pire qu'avant. Le plus difficile, c'était de travailler de nuit sur la machinerie forestière. Ça arrivait, ça? Ah oui, on faisait 24 heures avant. Mais maintenant, quand on a ouvert la scierie, on a arrêté ça. On a dit, on fait juste de l'opération de jour en forêt. Puis, moi, ce que je faisais de nuit avec mon frère, on alternait nos chiffres. Là. Bien, je m'occupe de la scierie de jour. Fait que maintenant, à 5 heures, on n'a plus de casse-tête. C'est plus comme avant. OK. Mais est-ce que vous travaillez à l'année? Oui, on travaille à l'année. On est ouvert à l'année. Puis quand, mettons, on a moins d'ouvrage avec la machinerie forestière, mon frère vient me trouver à la scierie. On a toujours du travail. De quoi tu es le plus fier depuis que tu es dans l'entreprise? Ah, c'est l'acquisition de nos lots à bois. Ouais? On est rendu à 23 terres à bois, je pense. Puis c'est notre fierté. Puis on les aménage. Puis on aime ça les faire visiter après coupe. Puis on se dit c'est un peu notre fonds de pension, c'est nous autres. Puis c'est ce qu'on est le plus fiers, moi et mon frère, oui. Fait que ça, c'est votre terrain là-bas? Oui, c'est une de nos terres. OK. On est propriétaire de 22. Ici, on est dans un peuplement qui a été aménagé en 1998. Les travaux, ça s'appelle un éclaircie pré-commercial. Ils ont laissé une tige aux 6 pieds environ pour permettre aux arbres de pousser plus rapidement. Ça leur donne plus de lumière, puis il y a plus d'eau pour chacun des arbres qui restent, puis ça améliore la qualité des tiges. OK. Puis là, est-ce que c'est une pratique qui est courante, ça? Est-ce qu'on fait ça dans ce genre de forêt-là? On fait ça toujours? Ou... Maintenant, il y a la pratique du mix aussi. Là. Anciennement, c'était juste dans des forêts résineuses. Juste pour le sapin ou l'épinette ou le pin gris. Mais maintenant, là, quand il n'y a pas assez de résineux, ils vont compenser par un feuillu, soit un tremble, un bouleau ou un érable. OK. Fait que ça permet d'en faire des plus grands volumes, parce qu'anciennement, c'était des terrains qui n'étaient pas aménagés. OK. Puis c'est au combien d'années qu'on doit faire cette action-là? L'éclaircie pré-commercial, ça arrive juste une fois dans l'âge du peuplement. Là. OK. C'est, mettons, aux alentours de... Je pense qu'aux alentours d'une dizaine d'années, l'arbre, ce qui est parfait, là. Aux alentours de 10 ans, là, les arbres poussent trop serrés, fait que c'est à ce moment-là qu'ils dégagent, là, ils vont dégager les meilleures tiges. C'est les débroussailleurs qui vont les sélectionner, là, puis ils vont garder les tiges qui sont les plus droites, puis les plus grosses, puis qui ont plus de potentiel.
Pour l'instant, on ne prévoit pas vraiment un investissement là, parce qu'on a investi 2-3 ans là, sur un nouveau bâtiment puis un nouveau planeur, une nouvelle moulurière, mais pour l'instant, on trouve qu'on a un beau setup là, en anglais. Oui. Puis justement, les équipements qu'on a besoin, parce qu'on a visité à la série, c'est des grosses machineries, ça vaut beaucoup de sous. Comment, justement, est-ce que c'est vous qui réparez vos machines? Est-ce que c'est des machines qui sont bonnes à vie? Est-ce que ça peut briser souvent? Ah, ça brise souvent, mais on fait notre mécanique. OK. Ouais, mais moi, j'ai pas l'air de ça, là, mais je fais de la mécanique. Je change des hausses, puis je change des couteaux de planeur, des bearings, puis on fait des joints collés, des joints à froid sur des straps, puis on graisse des chaînes, on fait n'importe quoi, là. Je guise des scies, puis tout, là. Puis le choix que vous faites, justement, avec toutes ce que vous avez comme équipement, c'est des choix par rapport, justement, à votre grosseur d'entreprise, au fonctionnement que vous avez? Oui, c'est ça, parce que là, d'autres, à l'entrée, c'est pas un caniteur, là, de la série, c'est juste une scie. On a 2 scies, une twin, puis un carrage, mais c'est sûr qu'on pourrait mettre une entrée. Il y a des usines qui ferment partout, il y a des équipements qui sont d'occasion, qui sont abordables, mais tout s'ensuit. Si on rentre un caniteur à l'entrée qui scie 45 bio minutes, puis le boule en arrière ne suit pas, ça donne rien. Là. Fait que là, on change d'usine complètement, puis là, ça prend peut-être 30 employés pour la faire fonctionner. Fait que pour l'instant, nous autres, la grosseur d'équipement qu'on a, c'est parfait. Ouais. OK. Puis comment tu vois l'avenir de ce milieu-là? Est-ce que c'est un beau milieu? Est-ce qu'il y a de Nous autres, on adore ça. Ouais. On adore la forêt, puis j'aime le contact aussi avec les gens quand on vend aux particuliers. Ouais, ben oui, parce que c'est pas mal plus intéressant que de vendre aux grossistes. Oui. Parce qu'ils vendent à des grossistes, c'est plate. Tu ships une vanne, puis tu vois pas personne. Nous autres, on a le contact. C'est comme vous avez le pouls de votre clientèle. Ben oui, puis là, le contact, il se fait avec les clients, comme dans le temps des années 70, quand le monde allait faire scier le bois dans la petite scierie du fond du Rhin. Là. Mais nous autres, c'est plus moderne un peu, mais le monde vient de négocier le bois. Puis ils aiment ça parce que c'est des retombées économiques 100% locales. Oui. C'est 100% vraiment, là, quand on vend, mettons, un 2 par 6 à 9 piastres, mais c'est 9 piastres de retombées dans Charlevoix. Puis votre père, il a vu ça aller, le développement, depuis que ces gars sont embarqués là-dedans. Il est fier de ça? Oui, notre père, il aime ça, puis il adore faire encore la machinerie dans le bois, là, surtout faire ses chemins forestiers. Là. Ah, il adore ça, puis j'imagine qu'il est fier de ses gars. Il est-tu toujours d'accord avec vous autres? Ah, des fois, pas toujours, là, surtout quand on achète des nouvelles terres à boire. Là. Il dit des fois, les gars, vous avez payé trop cher. Mais à la fin quand on a fini, vous avez bien fait ça. C'était pas si mauvais. C'est bon. Mais comme un peuplement, si on compare avec un peuplement qui n'a pas été aménagé, là, on va regagner au moins une quinzaine d'années. Puis ça améliore la qualité des tiges aussi. OK. Puis les arbres, dans le fond, c'est bien pour la qualité des arbres qui restent, dans le fond. Là. Eux autres, ils prennent tout l'espace qu'ils ont besoin. Oui, c'est ça. Mais tantôt, je disais que c'était le seul travail qu'il y avait d'effectuer dans un peuplement comme ça, mais c'est pas vrai parce que plus tard, mettons, rendu à peut-être 30-35 ans, là, il va y avoir une éclaircie commerciale qui va être effectuée, une première éclaircie commerciale. C'est que là, ils vont récolter une tige sur 3 avec de la petite machinerie, puis ils vont se faire des sentiers dans ça. Fait que, puis je pense que c'est au bout de 10 ans encore, 10 ans plus tard, ils vont récolter encore une autre tige sur 3 pour qu'il y ait de la régénération qui puisse s'établir. Merci beaucoup, Simon. OK, merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole. Merci également à tous les invités de cette semaine. Évidemment, on espère vous avoir appris davantage sur ce qui était vraiment le métier d'ouvrier agricole et également de vous avoir donné le goût de la forêt. Alors, merci d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une très belle semaine.